Mesdames et messieurs, bienvenue sur SVTV. Nous sommes très contents de vous avoir très nombreux en train de suivre votre magazine Rendez-vous avec. Rendez-vous avec aujourd'hui reçoit un grand homme politique de la République démocratique du Congo, un grand acteur politique. Depuis des années, il s'appelle Alain Atundu Liongo, ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo au Rwanda. Et pourquoi nous l'avons invité? C'est parce que vous vous rappellerez que le chef de l'État a fait un déplacement. Il était en Ouganda avec une grande délégation gouvernementale composée de VPM de l'intérieur, VPM de la fonction publique, des transports, économie, commerce extérieur. En tout cas, la délégation était composée des vertébrés du gouvernement congolais. Pourquoi ces rapprochements diplomatiques? Eh bien, on voudrait en savoir un tout petit peu plus, étant donné qu'il a été ambassadeur au Rwanda, mais aussi un homme politique vertébré qui lit beaucoup. Nous avons voulu savoir ce qu'il pense de ces rapprochements diplomatiques. Monsieur Alain Atundu, bienvenue. Monsieur l'ambassadeur. Merci, merci. Excellence. Merci Crispin. Quand on est ambassadeur, ça ne vous quitte plus. Eh ben, c'est comme un titre de noblesse, c'est ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. Alain Atundu Liongo, ancien ambassadeur de la RDC au Rwanda. Et quand nos téléspectateurs suivent et disent, écoutent qu'on dit, qu'on affirme que vous étiez ambassadeur de la RDC au Rwanda, ils se disent, ben, il connaît des choses. Vous en connaissez? Bon, certainement. En tant que observateur participant, j'ai vécu des choses et donc j'en connais. Cette fois-ci, la question se pose sur la présence de cette forte délégation gouvernementale avec à la tête le chef de l'État lui-même qui a pris part à la prise des fonctions de Kabuta Museveni. Eh bien, on se pose des questions. Pourquoi ces rapprochements? Aujourd'hui, quand on sait que la RDC a été attaquée par Bunagana, Bunagana est frontalier avec l'Ouganda. Bien où il faudra bien réfléchir avant d'accepter ces rapprochements diplomatiques. Eh bien, l'importance de la visite d'une personnalité comme le président Tshisekedi tient à deux choses au moins. L'importance de sa personnalité et l'importance de la délégation qui l'accompagne. Et le fait qu'il ait été accompagné par plus d'une dizaine de ministres, cela signifie deux choses: que la mission a été bien préparée. Deuxièmement, on attend beaucoup de cette mission, beaucoup d'avantages réciproques. Et je crois que c'est plutôt de bon augure que les relations entre l'Ouganda et le Congo, dont certains ne comprennent pas toujours le sens, puissent prendre cette voie d'espoir et cette voie d'espérance. Ça, c'est très important. Alors pour le reste, il faut lire chaque accord pour savoir qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a donné. Et lorsqu'on constate que ceux qui sont les ténors du gouvernement congolais étaient de la délégation, on parle du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui était là, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, vice-premier ministre en charge du transport, économie, mais il y a aussi les ministres infrastructure, commerce extérieur. On se pose des questions, mais quelle est l'importance d'avoir amené ces responsables congolais? Est-ce que ça valait la peine sur le plan des intérêts entre États? Aujourd'hui, ces accords vont permettre, est-ce que ces accords vont permettre à la RDC
d'être en bonne relation avec l'Ouganda et bénéficier aussi de l'Ouganda. Et qu'est-ce qu'on peut bénéficier de l'Ouganda? Les gens se posent des questions. Bon, d'abord, la bonne humeur des relations entre les deux pays, ou les deux chefs, c'est très important. La bonne humeur. Oui, la bonne ambiance, n'est-ce pas? Tiens, je vais chez Museveni, Museveni vient ici, voilà. Nous avons des accords qui impliquent les efforts des uns et des autres, qui impliquent de la synergie dans l'action. Eh bien, nous avons intérêt à nous entendre et à cheminer du même côté. Ça, c'est très important. Pour le reste, c'est comme je dis, il faut connaître exactement le point fort de chaque accord pour connaître l'impact sur notre vie. Et il est normal que les Congolais, particulièrement d'ailleurs les hommes politiques, se posent des questions, mais est-ce que ça valait la peine? Pour répondre à cette question, il faut lire les accords. Il faut lire les accords et observer la suite des événements. La suite des événements, on est en droit de se poser des questions parce qu'il y a un précédent. Il y a une jurisprudence avec les accords signés avec les Rwandais. Tout juste après, les Rwandais, malgré les accords signés sur le plan des échanges économiques, commerciaux, et ainsi de suite, il y a eu cette guerre aujourd'hui, avec la présence remarquable des militaires rwandais sur notre sol. Est-ce qu'on ne va pas retomber dans ces travers avec ces accords signés qui pourront, une fois de plus, donner de l'appétit gloutant à Museveni et qui est aussi un grand félin politique? Il y a, je crois, un principe de relation internationale qui dit que tous les accords doivent s'appliquer de bonne foi. De bonne foi, c'est-à-dire en acceptant en s'acceptant réciproquement. Alors malheureusement, pour le cas du Rwanda, nous avons été trahis. Nous avons été trahis, et je crois que nous avons tiré les conséquences nécessaires, d'où cette guerre, n'est-ce pas, qui nous a imposé et que nous sommes obligés de vouloir sortir de notre pays. Donc ça c'est très important. Et deuxièmement, comparaison n'est pas raison. L'Ouganda, c'est l'Ouganda. Le Rwanda, c'est le Rwanda. Les relations entre le Rwanda et l'Ouganda et le Congo sont des relations différentes, des relations avec le Rwanda. Même si il est évident que le Rwanda et l'Ouganda ont des relations particulières. Alors, est-ce que cela nous gêne? C'est à nous d'apprécier. Le fait que le président ait amené autant de fortes personnalités dans sa délégation suppose que le président a pris des précautions ou a eu des assurances que cette fois-ci c'est pour de bon. La question se pose, est-ce que la République démocratique du Congo doit se comporter de la sorte, cherchant à tout prix à bénéficier, excusez-moi les termes, de la commisération de ces pays frontaliers? Non, le mot est ça s'apparaît comme ça. Le mot est trop fort. Vous savez que dans les relations internationales, ce qui importe, c'est l'intérêt, la sauvegarde des intérêts bien compris de la République. La sauvegarde des intérêts bien compris de la République. Et chaque État qui établit, qui a un rapport soit bilatéral, soit multilatéral avec d'autres États, doit veiller à ce que, au bout du compte, ses intérêts soient bien sauvegardés et bien compris. Donc il ne s'agit pas de commisération, non. Pourquoi nous allons demander de la commisération à l'Ouganda? Pourquoi? Il n'y a pas de raison particulière.
les Rwandais sur notre sol avec ces Je veux dire l'Ouganda, oui. L'Ouganda sur notre sol avec l'opération conjointe avec le FARDC contre les ADF, les ADF dans la partie Est. On en a connu aussi à l'époque le Rwanda sur notre sol, avec pour n'est-ce pas, chercher à élaguer, faire terminer cette affaire de FDLR. Ça s'apparente un tout petit peu. L'histoire nous renseigne qu'après, jusqu'aujourd'hui, cette histoire n'a toujours pas été réglée. Ça pourrait s'apparenter, mais ça ne s'identifie pas. L'Ouganda, c'est l'Ouganda. Le Rwanda, c'est le Rwanda. Les relations Ouganda-RDC, c'est différent des relations Ouganda-Rwanda, Rwanda-RDC. Il faut avoir assez de métier pour déceler et sauvegarder ses intérêts, les intérêts de son pays. Doit-on comprendre que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, excusez-moi, est dans une logique de mettre en étau le Rwanda, avoir la confiance de l'Ouganda, Burundi, qui sont des pays frontaliers, qui sont côte à côte avec les Rwandais. Eh bien, nous sommes en très bonne relation avec eux. Eh bien, nous mettons en étau les Rwandais qui pourraient être asphyxiés sur le plan stratégique et militaire. Politique même. Bon, ça c'est la politique du chef de l'État. Mais je pense qu'il est de notre intérêt de vouloir désintéresser ceux qui auraient pu penser avoir un intérêt cupide quelconque vis-à-vis du Congo. Eh bien, en normalisant nos rapports avec l'Ouganda, de bonne foi, ça signifie que les choses seront plus formelles, plus formalisées. Le Rwanda, qui préfère traiter en sous-main, eh bien, il fait de l'économie souterraine. C'est évident. Et donc, nous n'avons pas à nous empêcher de développer les relations de notre pays avec d'autres, parce que le Rwanda a un comportement non conforme. Cela veut dire que nous sommes obligés de faire la paix avec tous les pays frontaliers, malgré leur position peut-être belliqueuse contre nous. Nous avons l'obligation morale de vivre en paix avec tous nos voisins, parce que c'est la condition sine qua non d'améliorer nos rapports économiques, sociaux et politiques. Nous sommes obligés. Mais malheureusement, nous avons 9 voisins. Le Soudan du Sud, ce n'est pas l'Angola. L'Angola, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda, ce n'est pas le Congo-Brazzaville, etc. Et donc, nous devons jouer, nous devons travailler en géométrie variable, selon les intérêts de notre pays et certains objectifs conjoncturels. Dans la délégation qui s'était rendue dans l'Ouganda, il y avait le ministre des Infrastructures. On se rappelle que la guerre a débuté après avoir signé l'accord avec l'Ouganda de la construction d'une route qui partirait de Bunagana jusqu'à Kampala. Est-ce que en signant ces accords, on ne réchauffe pas la position du Rwanda de pouvoir encore une fois de plus de considérer que ses intérêts sont mis à mal, eh bien les rapprochements RDC-Ouganda avec la construction de la route purement économique va déjouer sur le plan de ses intérêts et chercher à tout prix à sauver sa tête, eh bien c'est lancé une fois de plus dans la déstabilisation des régions de l'Est. Cyniquement, je pourrais dire oui, le Rwanda a besoin de se comporter comme cela, mais il doit en tirer les conséquences. Toutes les sanctions qu'il a aujourd'hui sur le plan international, toute
c'est pas de la déconsidération. L'entame de ces considérations, eh bien tout cela, ce sont les fruits de son intrusion dans la vie de la République démocratique du Congo, sur le plan militaire, sur le plan économique, sans respecter les règles de commerce international. Ça, c'est très important. Cela veut dire que le Congo, la signature de ces accords bénéficie sur le plan géostratégique à la RDC et le Rwanda est le grand perdant. Je ne sais pas si le Rwanda est grand perdant, mais le président de la République a tenu à assurer ses relations et à améliorer ses relations avec l'Ouganda et avec le président Museveni. Les conséquences sur le Rwanda, je crois que ce n'est pas la priorité des accords entre l'Ouganda et le Rwanda et le Congo. Que dites-vous pour ceux qui pensent que le rapprochement Ouganda-RDC est aussi motivé par la signature de l'accord entre la RDC et les États-Unis? Je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. Il faut poser la question aux Rwandais, aux Ougandais. Pourquoi ils estiment qu'en ce moment-ci, il faut signer les accords? C'est pour cela qu'il faut connaître d'abord les termes de chaque accord. L'infrastructure, qu'est-ce que ça va faire là-bas? La fonction publique, qu'est-ce que ça va faire là-bas? Le ministère de l'Intérieur, le commerce extérieur, etc. Or, vous savez, le commerce extérieur, nous avons en commun l'exploitation des lacs, du pétrole, etc. Donc, il est normal que le ministre du commerce extérieur soit là. Hein, nous avons des problèmes de sécurité de la population. Donc le ministre de l'Intérieur a toutes les raisons. Nous avons besoin d'améliorer les infrastructures de communication. Le vice-premier ministre chargé du transport. Donc chacun se retrouve pour sauvegarder les intérêts majeurs et bien compris de la République démocratique du Congo vis-à-vis de l'Ouganda. La RDC s'est toujours montrée très ouverte aux pays, à ses frères, aux pays frontaliers, question de pouvoir garder de bonnes relations, mais surtout éviter qu'on soit en porte-à-faux. On a 9 voisins et il faut avoir une politique idoine qui doit protéger les intérêts nationaux. Oui. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre cette démarche du chef de l'État. Oui, absolument, absolument. Et dans chaque démarche du chef de l'État vis-à-vis de l'extérieur, son objectif, c'est de sauvegarder les intérêts majeurs et bien compris de la République vis-à-vis de cet État, si c'est sur le plan bilatéral ou vis-à-vis de cette organisation sur le plan multilatéral. Malgré ça, sur le plan interne, on a l'impression que la vie politique va prendre le tournure de marches, de revendications. Ça risque on risque de revoir l'histoire s'est répétée où il y a eu des marches, des gens qui sont dans la rue. C'est tout ce que l'opposition est en train de rechercher. Et il y a eu la sortie officielle des C24 qui rassemble les opposants qui se trouvent ici en RDC. Et de l'autre côté, le secrétaire général de l'UDPS a lancé C4. Est-ce qu'on se dirige vers l'affrontement entre les militants de l'opposition et de la majorité? À propos de C64, je dirais, je répondrai d'après un principe juridique, légitime défense contre légitime défense de vous. On devait d'abord appliquer les dispositions de l'article 64 pour celui qui cherche à chasser le pouvoir et qui s'est déclaré. C'est alors qu'il faut se mobiliser pour sauvegarder les intérêts de la République. En l'occurrence, Nanga et compagnie. C'est tout ce groupe est allié. Donc c'est ça. Donc sur la base du principe légitime défense contre légitime défense de vous, eh bien, nous sommes pleinement légitimes à défendre que l'extérieur ou l'extérieur et quelques fils manipulés
ne puisse prendre le pouvoir au détriment de la Constitution et des règles de la République. Donc, ça c'est tout à fait normal. Mais dites-nous, il y a eu ce vote de la loi sur le référendum adopté au niveau de la Chambre basse du Parlement congolais. C'est ce qui a poussé la sortie des députés de l'opposition pour ne pas prendre part à ce vote, qui est question pour eux de ne pas pacter avec ce qui se réalise au niveau de la Chambre basse par rapport au processus entamé pour eux du changement de la Constitution. Dites-nous, est-ce que c'est du forcing? Le forcing par rapport à quoi? Qu'un député ait proposé un projet de loi et que ce projet soit adopté. Eh bien, où est le mal? Puisqu'il s'agit d'encadrer le processus majeur de consultation du peuple. Au contraire, c'est un enrichissement. Donc, ça c'est un des deux. Pour eux, le vote de cette loi lance le processus du changement de la Constitution et l'octroi du troisième mandat de l'État. Félix Antoine Tshisekedi. Ça, c'est de la confusion née du préjugé. La loi pour le référendum, c'est la loi pour le référendum. Le troisième mandat ou l'autre mandat pour le chef de l'État, le problème n'est pas posé. Le problème n'est pas posé par la loi pour le référendum. La loi pour le référendum dit en substance ceci, que si on doit consulter le peuple, voici les voies et les dispositions qu'il faut suivre. Alors, les autres, peut-être ne s'y retrouvant pas, n'y retrouvant pas leur intérêt, disent, écoutez, s'il fait ça, c'est que, alors, barrons-lui le passage. Par déduction. Par déduction et, oui, pas préjugé. Pas préjugé, pour moi. Est-ce que ce n'est pas le cas entre nous? C'est pas le cas. Mais la République, c'est un corps humain. Pendant que vous regardez, vous entendez, vous marchez, vous mangez, vous dormez. Eh bien, pendant qu'on a proposé cette loi sur le référendum, le pays se défend militairement. Le pays, le gouvernement fait un effort pour que les problèmes sociaux connaissent un tantinet d'apaisement. On ne va pas dire que nous n'allons pas aujourd'hui circuler, eh bien parce que on a voté la loi. Mais c'est une déviance démocratique. Parce que vous décrétez une ville morte pendant un jour ou deux. Et après? Quid après? Dire que nous avons été suivis ou nous avons été sabotés? Non. Il faut privilégier les intérêts majeurs de la population. Que veut la population? La population voudrait, qu'il n'y ait plus de rébellions. Et vous savez que les niches des rébellions se trouvent dans la Constitution actuelle. Donc la population ne veut plus qu'il y ait ces niches dans notre Constitution. La population voudrait voir améliorer ses conditions de vie. Le paiement des enseignants attend. Les facilités ou les commodités de circulation pour nous éviter des embouteillages, pour nous éviter des blocages, etc. Ça, ce sont les intérêts majeurs de nos populations. Tout le reste, ce n'est pas... c'est presque une gesticulation. Une gesticulation dont il faut savoir le pourquoi et apprécier à sa juste valeur. Qu'est-ce que cela nous donne
Le 3, personne ne sort dans la ville. Personne. Bon. D'abord, vous ne garantissez pas à manger à ceux qui ne sortent pas. Vous avez peur que ça réussisse? Non. Je suis en train d'expliquer. Bref, vous avez crié partout dans le monde. Vous voyez, nous avons été suivis. Est-ce que vous avez amélioré la situation quotidienne de vos concitoyens? Ou bien ne pensez-vous pas seulement à prendre le pouvoir 2 ans ou 3 ans plus tôt? Donc il y a quand même des questions morales qui se posent dans la tête du citoyen lambda. Quand même. On est journaliste, on voit la vie politique, on est historien du temps présent. Les chefs de l'État, lors de son point de presse, l'avaient si bien dit, si le peuple me l'autorise, pourquoi pas faire ce 3e mandat? Mais quand on parle du référendum, eh bien, les gens ont indirectement la loi est votée. On s'est dit, on est engagé tout droit vers le 3e mandat des chefs de l'État. Bref, comme le chef de l'État a dit, si le peuple me demande, donc on ne fait plus rien d'autre. On ne fait rien d'autre pour encadrer la volonté du peuple. On ne fait rien. On ne prend aucune loi. On ne va pas au Parlement, à la fin du mois on touche de l'argent. Non, c'est une aberration. Il n'y a pas autre loi à voter que le référendum. Non. Ah, comme vous dites. Comme vous dites. Et puis, il y a quand même ce comportement d'intolérance. Difficile parfois à comprendre. Accepter ou refuser d'accepter que l'autre n'ait pas le même point de vue que vous. Et lorsqu'on vous dit, bon, puisque nous avons 2 points de vue différents, demandons au peuple de choisir. Non, nous ne voulons pas du peuple. Donnez-nous seulement le pouvoir. Goma, Bukavu et les environs est toujours sous contrôle de forces M23 AFC soutenues par le Rwanda. Organiser le référendum, est-ce légaliser la balkanisation de ce parti? Parce que nos compatriotes qui sont sous l'occupation ne sauront pas prendre part au référendum. D'abord, il faut avoir le sens de l'histoire pour savoir que ce qui nous arrive n'est pas la première fois à nous arriver. À quelques jours de l'indépendance, nous avons connu des sécessions qui ont été maîtrisées. Plus tard, on a connu des rébellions. Rébellion Moulélis, etc. Ça a été maîtrisé. Et donc, ce qui nous arrive, ça nous rappelle. C'est un rappel historique. Comme quoi, il ne faut pas fermer ses yeux. Il faut être vigilant vis-à-vis des gens qui, en plus, n'ont pas été, reconnaissants vis-à-vis de l'hospitalité congolaise. Nous avons commencé à accueillir les Rwandais, d'abord pour des raisons économiques, du temps de la colonisation, pour des raisons de paix sociale, lorsque les Tutsis ont été chassés. C'est ici, chez nous, qu'ils sont arrivés. Et c'est nous qui leur avons donné toutes les opportunités de travail. Et donc, en réponse, ils nous donnent cette gifle imméritée. Ça, on peut se poser des questions. Et que penser de tous ceux qui soutiennent alors le Rwanda, tout simplement parce que je n'ai pas eu ceci au pays, donc je viens avec le Rwanda pour que le Rwanda m'impose. Mais non, il y a des questions morales qui se posent. La politique, c'est tout ce que ça veut dire, mais la question morale est toujours liée à la politique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est nécessaire? En liant cette question à ce que le chef de l'État avait dit par rapport à la tenue des élections, la question qu'il lui avait posée sur la tenue des élections en 2028, il avait
clairement démontré que la situation des guerres nous imposées par les Rwandais ne permettrait pas que nous puissions organiser les élections. Mais le référendum, c'est une élection. Est-ce qu'on peut organiser le référendum, mais pas organiser les élections présidentielles? Il n'y a pas de faisons la part des choses. La loi sur le référendum est une disposition qui s'impose à toute la République. Mais l'application de ce référendum dépend des circonstances particulières du moment. Le juge d'opportunité doit nous dire « Nous ne pouvons pas faire le référendum parce qu'une partie des territoires est occupée. » Pourquoi pas? Et en plus, le chef de l'État, c'est quand même celui qui, par sa victoire électorale, a eu ce privilège, j'allais dire, redoutable, de vouloir, d'agir et de parler pour notre pays. En tant que garant du bon fonctionnement de la République et des institutions, c'est au chef de l'État qui appartient de donner le sens des initiatives. On ne peut pas le renier. Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, c'est un fait que le chef de l'État, eh bien, c'est le porte-parole de la République, c'est le porte-étendard de la République, c'est la main de la République, c'est la voix de la République. Et donc, nous devons accepter les choses. Accepter les choses aujourd'hui, c'est accepter les choses pour demain aussi. Le jour où vous serez au pouvoir, eh bien, acceptez ce que vous avez refusé d'accepter pour d'autres. Cela veut dire? Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, bon, il y a un proverbe africain qui dit que si vous voulez devenir chef, ne commencez pas par injurier le chef. Disons comme ça. Alors, ils ont la prétention de vouloir diriger le pays, ce qui est un droit légitime. Mais ils ne doivent pas contester de façon inconsidérée les attributs et les prérogatives de l'actuel chef d'État. Non. Parce que, en toute hypothèse, demain, nous avons un chef d'État différent. Quelle sera sa première démarche? C'est d'expliquer aux populations que je ne peux pas faire ça, donnez-moi du temps. Donc, a priori, de prime abord, il n'y a pas d'avancée. Parce qu'on ne vous a pas élu pour vous plaindre, on vous a élu pour agir en notre faveur. D'où il faut changer la Constitution. Pardon? D'où il faut changer la Constitution. Non. La gouvernance du pays, c'est un acte global, holistique. Et malheureusement, le chef de l'État, par son élection, a eu quand même ce statut particulier de porter un jugement préférentiel sur les aspects de la vie de la nation. Il peut estimer que pour moi, la Constitution ne répond pas. Bon, d'abord, sur le plan historique, vous savez qu'en droit, la jurisprudence peut tourner, peut changer de loi et être créatrice de droit. Ouais. La jurisprudence est une source de droit. Voilà. Alors, dites-moi, pourquoi Kasavubu avait renoncé à la loi fondamentale et mis en place la constitution de Lulabo? Pourquoi, après 1 ou 2 ans d'application de la loi de la constitution de Lulabo, Mobutu a changé? Ben pourquoi, quand vous êtes arrivé, il nous a gouverné d'un maigre discours, le décret constitutionnel, etc. Et pourquoi Joseph a fait... Alors, vous voulez
vous accordez un privilège à certains chefs d'État et pas à d'autres. Donc, A priori, le président aussi est fondé à poser ce genre de problème. Ah oui, s'il estime que les dispositions actuelles, certaines dispositions actuelles ne lui permettent pas ou ne remplissent pas l'esprit, ne concernent pas l'esprit de la population. Je vous ai dit, que veut la population? La fin des guerres. La fin des guerres, ça veut dire quoi? La fin des privilèges de guerre aussi. Il ne faut pas que l'assassin d'hier puisse parader ici en pleine ville comme vice-président. C'est ça, c'est que le peuple ne veut. Mais c'est que le peuple veut, bien sûr, mais de l'autre côté, les opposants réclament la tenue du dialogue. Ils réclament le dialogue. Non. Parce que nous sommes à la fin de mandat. En lisant entre les lignes, on a l'impression que vous n'allez pas traverser seul. Non. Vous savez, le dialogue existe et est inhérent à toute communauté humaine. Au point que certains philosophes, je crois que c'est Karl Jaspers, un Allemand, qui a dit que le dialogue, la communication, c'est une situation limite pour tout homme. Vous ne pouvez pas vivre isolé, même si vous êtes seul dans une prison, vous allez trouver les moyens de vous exprimer. Donc, le dialogue est indispensable et structurant de la société. Alors, ça dépend de la nature du dialogue. Il y a des dialogues. Alors, est-ce que le chef d'État est en train de jouer avec l'usure du temps? Oui, nous sommes en 2026, on arrive en 2027. Eh bien, oui, fin 2028, on convoque le dialogue. Question de pouvoir appliquer l'article 70, le chef de l'État reste en place jusqu'à l'élection des nouveaux présidents. Et puis, on convoque le dialogue pour se mettre d'accord sur le moyen, les modalités. Je ne vais pas entrer dans ce procès d'intention. Procès d'intention. Ce sont des procès d'intention. Aujourd'hui, à part la déclaration du président, si le peuple me demande, je pourrais. Ce sont des suppositions. Alors, à part ça, le président a donné aussi ses conditions de dialogue. Et les conditions de dialogue données par le président, je crois que c'est tout à fait logique. Vous ne pouvez pas organiser un dialogue avec des criminels d'hier ou ceux qui ont été condamnés par la justice. Vous les sortez et puis non, vous ne pouvez pas. Le dialogue doit être authentique. Pour des raisons de la paix. Pardon? Pour des raisons de la paix, on peut se mettre autour d'une table. Les gens, ceux qui se sont fait la guerre... La paix. Oui, la paix. Oui. La paix, c'est une ruse. Vous allez aux côtés du dialogue comme ruse. C'est ça la paix? Non. La paix, c'est la sérénité des intentions, c'est la communauté des intentions. C'est ça la paix. La synergie d'action en vue d'atteindre ce temps T qu'on appelle la paix. Alors, à ceux qui pensent qu'il est arrivé le moment où le chef de l'État a démontré réellement qu'il aime le Congo, jusqu'à provoquer les marches des Rwandais dans le monde pour chercher à avoir la visibilité auprès de la communauté internationale, soi-disant, qui sont tués par le pouvoir en place. Donc, là, on peut dire que la paix a changé de camp et que Tshisekedi, c'est un grand stratège. Ce qu'on ne voyait pas avec l'ancien régime. Aujourd'hui, Tshisekedi s'est démontré comme un vrai stratège qui a démantelé les réseaux de Kagame. De toute évidence. De toute évidence. Parce qu'il a compris les éléments d'appréciation, les paramètres. Eh bien, il en a tiré profit. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait une communauté, soi-disant, des Congolais
qui marche parce que sa tribu n'a pas de vice-premier ministre. C'est normal. C'est pas normal. Nous avons autant de centaines de tribus ici, dont les ressortissants ne sont jamais arrivés au gouvernement. Alors, il ne faut pas se victimiser, n'est-ce pas, se martyriser pour des raisons cyniques et donner l'impression qu'on est opprimé ici, etc. On n'est pas en Birmanie, où il y a des Rohingyas qui sont bombardés par le gouvernement central, qui sont poursuivis. Nous sommes au Congo, République démocratique du Congo. Est-ce que ça ne sent pas la manipulation du Rwanda? Pardon? Ça ne sent pas la manipulation du Rwanda, tout ça? C'est vous qui le dites. Vous avez été ambassadeur au Rwanda, vous connaissez leurs ajustements. Je ne suis pas Ils sont loin. dans Ubwenge, la Russie. Je ne suis pas loin d'y penser, n'est-ce pas? Que, effectivement, le Rwanda qui a un intérêt à montrer qu'il est le paradigme de la gouvernance, eh bien, il nous met des pots de banane pour que nous puissions glisser, qui disent voilà. Malheureusement, ce combat pour le leadership que le Rwanda mène ne va pas lui profiter. Il a tenté de prendre le leadership pendant les rébellions. D'abord, avec l'arrivée des AFDL, ils ont été chassés. Pendant les rébellions, ils ont été chassés. Maintenant, une troisième tentative, ils seront chassés. Tôt ou tard. Alors, qu'est-ce qui est beaucoup plus raisonnable? Arriver, être chassé, ou bien venir normalement et être accueilli? Ils ne sont pas dans cette logique-là. C'est dommage. C'est dommage. Alors, le marche, c'est une stratégie suicidaire de pouvoir démontrer, revenir aux fondamentaux de leur discours de 1994, où ils ont toujours démontré devant la communauté internationale que les Tutsis sont minoritaires au Congo et qu'ils sont tués par le FDLR, qui sont encadrés par les pouvoirs en place, les pouvoirs qui se sont succédés au Congo. Et aussi, ils ont surfé sur la présence du fils Habyarimana en RDC. Est-ce qu'on ne leur a pas offert une occasion en or de pouvoir dire, ben voilà, ils sont en contact avec le fils Habyarimana? Heureusement que la communauté internationale n'est pas naïve. Sinon, l'ONU n'aurait pas pris des dispositions ou des sanctions contre le Rwanda. Heureusement que aucun tribunal international n'a interpellé le Congo en disant venez vous expliquer. Nous sommes un pays de plusieurs centaines de tribus. Les relations bonnes ou mauvaises entre tribus, ça existe, c'est une réalité. Lorsqu'il y a eu au Kasaï, ouais, les Luba et l'Angola n'est pas intervenu. Ici, quand il y a des problèmes ici, le Brazzaville n'intervient pas. Ce sont des problèmes congolais. Que cela se passe à la frontière, ce n'est pas au Rwanda. Ce sont des problèmes congolais. Malgré leur tentative vaine de falsifier l'histoire sur leur présence ici chez nous, tout Rwandais doit savoir que nous les avons accueillis de bon cœur pour des raisons de famille, pour des raisons de révolution sociale. Humanitaire aussi. Pardon? Humanitaire. Oui, oui, c'est ça, famille, humanitaire, etc. Voilà. Mais de là à vouloir comme se venger sur nous pour ce bienfait, eh bien c'est le cas de le dire, eh bien
comme disent les chanteurs, la reconnaissance n'est pas de ce monde. La reconnaissance n'est pas de ce monde, mais parlons un peu de ces cadres. Est-ce que le C4 ne vient pas mettre sur la place une question qui a été posée au chef de l'État par Jean-Marie Kassamba pour dire qu'il y a des dissensions au sein de l'Union sacrée? Ça ne démontre pas qu'il y a des dissensions quand on crée C4, pourtant les consultations pouvaient se faire au sein de l'Union sacrée. Quelle était la réponse du chef de l'État? Ce sont des problèmes de famille, il faut les traiter en famille. Aucune famille ne manque de problèmes. Aucune. Il faut les régler. De bonne foi, en bon père de famille. C'est ce que le président fait aujourd'hui. Est-ce que les consultations ne pouvaient pas se faire dans le cadre de l'Union sacrée de la nation? Quelle consultation? Les consultations débutées par le secrétaire général de l'UDPS dans le cadre de ces cadres. Quelle consultation? On voit les acteurs politiques faire des déplacements vers le secrétaire général. Il a lancé une idée. Il dit, c'est C4. Il a lancé une idée. Comme ceux qui ont lancé l'idée de C64. Ils n'ont consulté personne. Ils n'ont consulté personne. C'est une dynamique du moment. Bon, ils sont partis. Eh bien, la réponse du berger à la bergère, le secrétaire général a dit, bon, moi c'est C4. Et alors, où est le mal? Pourquoi ne tolère-t-il pas que l'autre puisse réagir comme eux? Est-ce que c'est obligatoire de créer C4? Pardon? Est-ce que c'est obligatoire de créer C4? Est-ce que de créer quel cadre? C4 créé par le secrétaire général. Est-ce que moi, c'est je vous pose la question. Est-ce que c'est obligatoire de créer les C64? Dans ce pays, il y a quand même la liberté d'initiative. Et à quoi sert l'Union sacrée alors? À quoi sert l'Union sacrée? L'Union sacrée, c'est l'UDPS, l'AFDL, le parti de Bati, le parti de la FDC. C'est ça. Mais cela n'enlève pas à un parti le choix de prendre une initiative quelconque. C'est le choix de l'UDPS. Vous allez le condamner pour cela? Alors, comment voyez-vous l'année 2028? Est-ce que 2027, 2028, avec les marches annoncées, les villes mortes annoncées, allons-nous connaître un moment d'affrontement entre militants? Les chaos recherchés par l'opposition. Du comportement des tuteurs de ces forces. Si le comportement est de chauffer les gens à blanc pour réagir du tic au tac, eh bien, l'affrontement sera inévitable. Si il y a un comportement beaucoup plus responsable, en disant, oui, nous marchons comme ça, si eux ils marchent comme ça, tant pis, tant mieux. Alors là, il n'y aura pas de clash. Parce que le vrai clash, c'est autour de la table. L'échange des arguments, les joutes oratoires. Ce n'est pas... Écoutez, le 3, on dit que nous ne devons pas sortir. Par hasard, tu dois aller voir ton enfant aller en Galliema, etc. Et puis on caillasse ta voiture. Mais c'est ça qu'on voudrait. Qu'est-ce que cela donne comme image? Mais on a vu le président Fayoulou dire clairement Tosengi na batata, bana batika na ndako, donc il n'y aura pas de cours, bana batanga te, bana bakende kelasité. Bon, est-ce que les enfants, vous qui êtes politique, est-ce que vous comprenez des fois que vous prenez la population en otage à cause de vos positions? Mais posez la question à celui qui a pris la population en otage. Le président Tshisekedi n'a jamais demandé aux gens de rester à la maison sans raison. Si le président Tshisekedi demande aux gens de rester à la maison, c'est une fête nationale, reconnue. Mais tout ce comportement erratique, pour un oui ou pour un non, sortez dans la rue, ne sortez pas dans la rue, ça pose des questions.
Pourquoi ça? Pourquoi cette agitation précoce? Ils veulent l'organisation des élections. Mais personne n'a dit qu'il n'y aurait pas des organisations, des élections. Mais aujourd'hui... La CENI ne bouge pas. Non. Pour dire vrai, la CENI a dit que pour le respect de son calendrier, il ne pourra pas organiser, je crois, les élections en temps dû. Bon. Le président a dit, compte tenu de la guerre et des efforts de guerre, il est impensable de continuer à marginaliser les gens de l'Est. Eh bien, battons-nous pour la fin de la guerre. Alors, je ne vois pas en quoi cela est mauvais. Mobilisons-nous d'abord pour la fin de la guerre. Tous ces gens-là qui demandent à la population de ne pas sortir le 3, eh bien, qui demandent aux Congolais d'aller alors dans les ambassades, en disant, mais donnez-nous la paix, donnez-nous la paix, donnez-nous la paix. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Donnez-nous la guerre. Mais le président ne voudrait mettre fin à la guerre et vous demandez, vous sollicitez des guerres civiles. C'est aberrant. C'est aberrant. Monsieur Alain Atundou, merci d'avoir accepté l'invitation. Et mot de la fin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion démocratique et républicaine d'exposer sans complexe mes points de vue sur la situation actuelle. Merci beaucoup et c'est pour la première fois que nous vous recevons dans ces cadres de SVTV. Votre réaction sur le studio, les cadres que vous avez visités pour la première fois? Effectivement, c'est la première fois et je dirais que je suis impressionné par la qualité du matériel, par le confort du studio. Mais ce n'est que le départ. Je souhaite que vous puissiez émerger et agrandir cette entreprise qui assure la transparence de la vie politique. Parce que ce sont les journaux, les télévisions qui assurent cette transparence. Eh bien, je vous souhaite en tout cas bonne chance avec votre équipe, des jeunes. Je vois qu'il y a tous des jeunes. Je vous souhaite bonne chance. Encadrez-les comme il faut. Donnez-leur le sens de la morale et le sens des responsabilités. Parce que la liberté, c'est d'abord une responsabilité. Merci. Voilà pourquoi nos parents disent non, donc, voilà. En tout cas, bonne chance. Merci beaucoup pour ces paroles bénissantes qui nous sont adressées dans le cadre de notre travail. Nous allons réellement faire de telle sorte que nous soyons à la hauteur de ces paroles, de ces grands de la politique congolaise, Monsieur l'ambassadeur Alain Atundou. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.